Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je m'intéresse aux risques qui pèsent sur les coraux et à une solution de terrain qui permet à des entreprises de s'investir pour les protéger et pour qu'ils repoussent. Bonjour Jamila Dontier. Bonjour. Tu es la fondatrice de Corail, une entreprise qui se définit comme pro-climat, qui a transformé le modèle économique d'une ancienne ferme corallienne familiale en un producteur de solutions fondées sur la nature. L'objectif est de régénérer les écosystèmes marins des côtes africaines. On va donc parler de ces solutions, des périls aussi qui pèsent sur ces écosystèmes, et tu vas aussi nous faire voyager dans un des plus beaux endroits du monde, l'île de Madagascar, un pays situé au large de la côte sud-est de l'Afrique. Mais d'abord, on a envie d'en savoir plus sur toi, sur ton parcours. Tu es une entrepreneur, tu as lancé ta société en 2022 à Lille, dans le nord de la France, mais ce n'est pas un hasard si tu as choisi d'agir à Madagascar. Et pour le corail, raconte-nous un petit peu comment tout ça s'est mis en place. Merci pour l'invitation déjà et pour cette belle introduction hyper claire. Mhm. Oui, donc je suis née, j'ai grandi à Madagascar en fait. Je suis malgache de naissance et franco-malgache maintenant, puisque du coup je suis venue en France, j'avais 17 ans juste après le bac pour poursuivre des études de commerce. Parce que mes parents à Madagascar étaient entrepreneurs et j'avais envie moi aussi de devenir entrepreneur. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais faire des études de business avec l'idée quand même de monter un jour mon entreprise. Et est-ce que ce serait à Madagascar? Est-ce que ce serait en France? Je ne savais pas encore à l'époque. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, 2020 est arrivé, une année qui est dans les esprits de tout le monde, qui pour moi, en tout cas, a été difficile parce que j'ai perdu mon père cette année-là. Et donc, à ce moment-là, deux choses se passent dans ma tête. La première, c'est que j'ai envie de maintenir son souvenir. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour moi de continuer euh, à, à vivre un peu avec lui? Et donc, je me suis dit, ça peut se matérialiser dans un entrepreneuriat qui soit en continuité avec ce que lui, il avait lancé. Et ensuite, la deuxième chose qui se passe aussi dans ma tête, c'est en fait, j'ai encore ma mère et elle est à Madagascar. Et donc, il faut aussi que je crée quelque chose qui me permette d'être en lien avec elle. Donc ça, c'est vraiment l'aspect personnel, la motivation personnelle qui m'a poussée à lancer Corail. Et donc, comment? Eh bien, il y avait une ferme de corail dans les entreprises que mon père nous a laissées, et dont l'objectif, c'était de bouturer du corail pour l'exporter. Et donc là, je me dis, voilà, j'ai une chance, je suis quand même en France aussi, donc en Europe, dans un continent qui a un développement économique fort et qui interagit beaucoup avec l'Afrique. Donc à ce moment-là, je me dis, est-ce que je peux pas utiliser cette force? Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Corail. Du sens et de l'impact. On va parler concrètement donc de cette nécessité d'agir pour prévenir les risques de disparition des massifs coralliens, car c'est bien de ça dont on parle. Alors, nombre d'entre nous doivent avoir en tête cette image d'un assemblage fin aux allures de petits édifices, quasi-plantes, quasi-pierres qui s'élèvent des fonds marins. Mais concrètement, le corail, c'est bien vivant, mais c'est un animal. Il forme des colonies qui sont parmi les écosystèmes les plus incroyables de notre planète. Alors, peux-tu nous parler un peu justement de ces coraux? Décris-nous un peu ce qui se passe dans l'océan. Alors les coraux, c'est magnifique comme tu viens de le dire. Et moi, je suis je suis originaire du nord-ouest, donc de Nosy-Be, qui est un archipel d'îles connu par les plongeurs dans le monde entier parce qu'il y a des gens qui viennent de partout pour aller justement voir nos coraux. Mais pas si connu que ça du grand public parce que Nosy-Be est connu plus comme une marque de parfumerie ici. Mais pour en revenir aux coraux, pourquoi en fait c'est autre chose que simplement de beaux animaux? D'ailleurs, très peu de gens savent que ce sont des animaux, hein.
c'est pas que des beaux animaux, en fait, c'est aussi un écosystème essentiel à la bonne santé de l'océan et donc à la bonne santé de la planète et au climat. Pour faire court, en fait, le corail, c'est seulement 0,2% de la superficie de l'océan et pourtant, ces édifices, comme tu le dis, abritent plus d'un quart de la biodiversité marine. On va y trouver le poisson perroquet qui contribue en fait à sa régulation et donc en fait il se nourrit en quelque part du corail. On va trouver aussi d'autres poissons qui vont venir s'abriter dans le corail. Et on va aussi trouver d'autres animaux marins, des crustacés, des mollusques, qui viennent vivre dans cet écosystème. On peut même, enfin, ça se compare à des grandes villes sous-marines. Mhm. Donc il y a un rôle d'abri de la biodiversité, mais il y a aussi un rôle important aussi dans le climat, parce que les coraux, c'est aussi ceux qui protègent nos côtes. Donc en fait, au quotidien, toutes les personnes qui vivent à moins de 100 km des côtes bénéficient de ce qu'on appelle le service écosystémique de protection des côtes que font le corail. Ils agissent comme une barrière qui casse la puissance des vagues. Donc c'est un rôle très important. Ils ont aussi un rôle dans la captation carbone, même si aujourd'hui, on ne va pas les comparer à des arbres parce que comparé aux arbres, ils n'ont pas une captation carbone aussi élevée. Mais voilà, ils ont un rôle en tout cas extrêmement important. Et enfin, un dernier, celui de d'acteurs économiques. Donc, si on revient en fait à cette idée de beauté du corail, comme je le disais tout à l'heure, des centaines, des milliers de gens viennent à Madagascar pour voir ces coraux. C'est le cas aussi dans d'autres régions. Et donc, aujourd'hui, on arrive à évaluer en fait la valeur économique apportée par le corail. Et en Afrique, par exemple, c'est 814 milliards de dollars de services écosystémiques rendus. Et à hauteur du monde aussi, c'est des milliards de dollars. Une beauté si importante, alors pas forcément très préservée, il n'y a pas des zones marines protégées partout, et on a Oui, noté le chiffre que tu nous donnes, une espèce marine sur quatre s'y loge quelque part, et on dépend, tu as évoqué le réchauffement climatique, on le sait, notre planète se réchauffe avec l'effet de serre qui est lié aux activités humaines, les perspectives ne sont pas bonnes, c'est pourquoi une transition écologique est en cours et nécessaire. Et il faut dire que les océans sont particulièrement concernés par le réchauffement climatique et cela s'accélère. Le rythme du réchauffement des océans a quasiment doublé depuis 2005. C'est ce qu'indiquait un rapport de l'Observatoire européen Copernicus qui a été publié fin septembre 2024. Les canicules marines ont touché un cinquième de la surface des océans. Alors, canicules marines, on connaît bien les canicules atmosphériques, mais quand la mer se réchauffe, on peut parler de canicules. Quel est l'effet de ces canicules marines, justement, sur les coraux? eh bien, c'est un des principaux dangers qui menacent justement le corail. Quand le corail a trop chaud, donc c'est un animal comme nous, eh bien, quand il a trop chaud, il stresse. Et un corail qui stresse, qu'est-ce qu'il fait? Il va expulser des algues qui s'appellent les zooxanthelles qui vivent en symbiose avec lui et qui lui apportent les nutriments dont il a besoin. Et notamment aussi l'oxygène, parce que cette zooxanthelle est une algue et donc, par définition, elle fait de la photosynthèse. Et donc, quand le corail stresse à cause de la haute température, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il va expulser ces algues. Et donc, c'est comme s'il s'arrêtait de manger, de se nourrir, et qu'il s'asphyxie un peu. C'est comme si vous ou moi se retenez de respirer parce qu'on a trop chaud. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, comme vous, comme moi, si on se retient de respirer, mais qu'après on reprend notre souffle, on reste vivant. Mais par contre, si on se retient de respirer trop longtemps, eh bien, la mort nous attend. Et c'est le cas pour le corail, en fait. En expulsant ces algues à cause des canicules marines, il est capable, après, à la baisse de la température, de les réaccueillir, ces algues. C'est le cas, c'est le cycle de la vie. Ça arrive, en fait, qu'il y ait des réchauffements de l'eau ponctuels. Ce qui est sans précédent, c'est la durée et l'intensité de ces canicules marines, notamment un phénomène qu'on appelle El Niño, qui a été
d'une intensité et d'une durée sans précédent, justement cette année, notamment à Madagascar, où on a vraiment connu en mai-juin 2024, un des plus gros épisodes de blanchissement corallien. Donc, quand ils expulsent leurs algues, ils perdent leur couleur, donc ils deviennent blancs. Et donc, on a eu voilà, des canicules extrêmement fortes qui ont malheureusement tué une partie de ces récifs coralliens. Et donc, aujourd'hui, on a déjà, en moins d'un siècle, perdu la moitié des récifs, dû en partie à ces réchauffements qui sont liés au réchauffement climatique global, donc à nos actions anthropiques, et aussi à nos actions directes, comme le lâcher d'encre, la pêche à la dynamite qui se pratique encore en Asie du Sud-Est. Voilà. Et donc ce phénomène donc, de disparition, de blanchiment, le corail se développe dans une eau, je crois, dont la température doit être située entre 20 et 28 degrés. C'est les conditions de son développement. C'est ça. Tu le disais, Madagascar n'est donc pas épargné, voire même très concerné par ces phénomènes de stress qui pèsent sur les coraux et ce blanchissement et ces vagues de chaleur marine. On disait les récifs coralliens sont des écosystèmes, c'est-à-dire qu'ils abritent donc une grande diversité de vie marine, la fameuse biodiversité. Concrètement, ça veut dire que moins de corail, c'est moins de vie dans l'océan. Ça a des impacts pour la vie elle-même, mais aussi pour les communautés locales, comme on dit. Tout à fait. Donc concrètement, en fait, c'est comme si on vous disait demain, pareil, je fais toujours l'analogie avec les humains parce que c'est important de donner des perspectives et de comprendre ce qui se passe. Donc effectivement, c'est comme si on disait demain que une partie de l'océan n'est plus habitable pour cette biodiversité. Donc ce qui va se passer, c'est que ces espèces aussi sont mises à mal. C'est pour ça que c'est important. Donc, on s'appelle corail, mais notre combat, c'est la biodiversité marine. Et donc, à travers le corail, vient vraiment soutenir le développement de la biodiversité marine. Et pourquoi c'est aussi important pour nous les humains? C'est parce que aujourd'hui, dans le monde, il y a 500 millions de personnes qui dépendent directement du corail pour se nourrir quotidiennement. Ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui les communautés locales, qui sont des petits pêcheurs, donc des pêcheurs traditionnels qui ne font pas de la pêche industrielle, donc pas de grande quantité, et qui vivent en fait vraiment d'une pêche de moins de 30 km des côtes. Et eux, leur produit de la pêche, ils vivent dans le corail, dans les récifs coralliens. Donc c'est aussi leur subsistance qui est mise à mal par la disparition du corail. Alors, il y a plusieurs niveaux d'action pour préserver les coraux. On l'a compris, le plus global, c'est l'action pour limiter le réchauffement climatique. D'ailleurs, les scientifiques du GIEC ont rappelé que dans un monde à la température qui se rehausse de 2 degrés, ce sont quasiment 90% des coraux qui sont menacés de disparition. Donc, il faut agir sur les émissions de CO2 notamment et limiter l'effet de serre. Mais il y a aussi donc sur le terrain des solutions complémentaires qui permettent d'agir pour tenter de le restaurer. Et c'est donc l'objectif de Corail, ta société, l'entreprise que tu as fondée. Parlons donc de ce que tu as mis en place à Madagascar dans un premier temps. Alors, c'est au nord du pays que cela se passe. Décris-nous un peu comment tu mets en place des actions de restauration du corail. Alors, je vais vous amener plonger avec moi à Madagascar dans ce cas. D'abord, une petite introduction de contexte. Aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est en fait d'aider la nature. Donc, souvent, on emploie le mot sauver le corail, il faut sauver le corail. C'est pas vrai. C'est pas nous qui allons sauver le corail, mais nous, ce qu'on peut faire, c'est l'aider en fait à se reproduire plus vite. C'est comme un pansement, finalement, ce qu'on va faire. On va aider la nature à reprendre son cycle. Et donc, très concrètement, la restauration corallienne, comment ça fonctionne? Eh bien, le corail est un animal, mais un animal très spécial. Et en fait, aujourd'hui, on a déjà des techniques qu'on appelle des techniques de bouturage qui fonctionnent un peu comme pour les arbres. C'est-à-dire que quand on a un bout de corail cassé, donc nous, on va venir chercher des coraux d'opportunité. Donc dans la nature, il arrive qu'avec un courant un peu fort, on va avoir deux, trois branches de corail qui vont casser. Et ce corail, en fait, si il est emporté par le courant, il va mourir parce qu'il n'est pas fixé. Mais par contre, si on le fixe quelque part, il va regrandir et devenir lui-même un nouveau corail. Et donc nous, c'est ce qu'on fait. On va apporter des structures artificielles dans l'eau
sur lesquels on va attacher des boutures de coraux d'opportunité qui, eux, vont grandir et reconstituer ensemble un nouveau récif. Donc concrètement, c'est vraiment ce qu'on va faire dans l'eau. Et ça va permettre de retrouver un récif artificiel, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'en fait, il va falloir nettoyer régulièrement ces structures. Donc, on a des biologistes marins spécialistes qui viennent identifier les coraux, les poser sur les structures, les mettre dans l'eau et ensuite nettoyer régulièrement les structures des algues qui peuvent venir étouffer ces coraux. Et ensuite, au bout de 3 ans, la bouture de corail est suffisamment grande pour être quasi autonome. Et donc, cette autonomie est retrouvée ou trouvée au bout de 3 ans. Comment sont identifiés les lieux où c'est possible de donner les meilleures chances de développement à ces coraux? Parce qu'on imagine que si il y a un péril, il faut tenir compte des conditions qui ont engendré ce phénomène. En fait, pour ça, c'est assez simple. Nous, à chaque fois, on va aller sur une île où on répond à 2 questions. Est-ce qu'il est nécessaire de restaurer et est-ce qu'il est possible de restaurer? Pour répondre à la question de est-ce qu'il est nécessaire, on va venir étudier la couverture corallienne de la zone et constater du coup si on est sur une tendance où on a perdu plus de 30% des récifs coralliens de la zone. Malheureusement, c'est plutôt la moyenne parce que, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt 50% de récifs coralliens qu'on a perdus, mais ça va être différent en fonction des pays et des régions. Donc, on va d'abord évaluer si la perte de biodiversité, de couverture corallienne sur la zone est importante. Donc là, on répond à la question, c'est nécessaire. Et ensuite, c'est possible. Comment? Il y a plusieurs éléments qu'on doit vérifier. On doit vérifier d'abord que il n'y a pas d'autres pressions climatiques sur la zone qui font que c'est pas possible, notamment une trop grosse exposition lors des cyclones, parce que c'est aussi des zones dans lesquelles on peut avoir des cyclones, notamment aussi la sortie d'une rivière, où là en fait on risque d'avoir trop de sédimentation. Et enfin, la dernière, qui n'est pas la moindre, c'est en fait, est-ce que c'est possible du fait de la conscience des communautés locales de la présence de ces coraux et donc de leur volonté à eux aussi de les restaurer et de les protéger. Et c'est là que nous, on fait un travail qui est un peu différent de ce qu'on va trouver généralement, c'est qu'on fait d'abord une enquête des communautés locales, on les embarque avec nous en leur offrant du travail, notamment en tant que constructeurs de nos structures, en tant que nettoyeurs. Et donc, en fait, ensuite, on les sensibilise et c'est seulement après ça, une fois qu'on a vraiment évalué que c'est possible avec cette communauté d'y aller, on y va. Là où c'est nécessaire et là où c'est possible avec les gens sur place, hein, tu le Tout à disais. fait. Alors, je le disais dans l'introduction, tu es entrepreneur, tu n'es pas une biologiste, mais les équipes locales sont constituées de différents savoir-faire et donc de biologistes. Tout à fait. Oui, alors effectivement, c'est ma grande tristesse, c'est que je ne suis pas une grande technicienne, mais une passionnée. Donc, j'adore aller dans l'eau tout le temps, mais je n'ai pas la prétention, effectivement, de faire moi-même, parce que c'est important d'avoir des scientifiques, des gens qui connaissent, parce que sinon, on risque de faire plein d'erreurs, notamment des erreurs de reproduction génétique qui vont faire que finalement, nos structures seront trop fragiles, nos coraux seront trop fragiles. Donc, à Madagascar, on a 3 jeunes scientifiques qui travaillent au quotidien en tant que restaurateurs coralliens et qui ont été formés par une super scientifique internationale qui a travaillé aux Maldives, en Polynésie française. Voilà, donc effectivement, l'équipe terrain et scientifique, l'équipe permanente. Et ensuite, on fait travailler effectivement les communautés locales sur des actions plus simples, comme la construction sur terre des structures, le fait de les traiter pour qu'elles soient euh, euh, adaptables dans l'eau ensuite. Alors, Corail, le nom de ton entreprise avec un K, c'est une entreprise, donc pas une association, et donc il y a la nécessité d'avoir un modèle économique, et c'est là où ton
ton parcours entrepreneurial, tes études et donc ton envie ont nourri ce projet autour d'un modèle économique particulier. Il vise à mobiliser les entreprises françaises et européennes vers ces actions de conservation, mobiliser leur intervention et donc leurs fonds aussi. Concrètement, quelle est ton intervention au service de ces entreprises parce qu'elles ne font pas du mécénat, c'est quelque chose de différent. Oui, justement, l'objectif, c'est de sortir de cette logique de mécénat. D'abord, un chiffre très important que j'aime remettre en lumière, c'est que la moitié du PIB mondial aujourd'hui est généré grâce à la nature, grâce aux services écosystémiques rendus notamment par certains écosystèmes comme le corail. Et pourtant, cette nature n'est pas payée pour ce service. Et donc, l'objectif que j'ai, en tout cas, c'est de venir rentrer dans cette nouvelle vague où on prend conscience de cette valeur de la nature, puisque nos ressources sont limitées et que, en plus, on fait face à la crise de la biodiversité et du climat. On prend conscience que les entreprises ont un rôle à jouer et une rétribution nécessaire à cette nature qui a participé à leur développement économique. Et du coup, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'utiliser les leviers existants. Pour l'instant, le levier qui existe, c'est la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Il y a une nouvelle législation qui s'appelle la CSRD en Europe, qui oblige les entreprises à regarder au-delà du carbone et à regarder aussi la biodiversité. Donc nous, on les accompagne à répondre à cette obligation en les aidant en fait à valoriser l'investissement qu'ils vont faire chez nous en restaurant du corail face à leur impact par rapport à la biodiversité marine. Et ensuite, le deuxième levier qui existe, ça va être les crédits carbone. C'est ce qu'il y a dans le monde de la restauration forestière, donc ceux qui replantent des arbres. Ils vont avoir des crédits carbone en échange, donc une, un modèle financier pour les entreprises. Malheureusement, pour le corail, ça n'existe pas encore. Et donc, l'idée pour nous, ce serait à terme d'être capable de délivrer des certificats biodiversité qui auront ce même rôle, en fait, de contribution à la nature. Donc, c'est comme ça qu'on veut embarquer le secteur privé. On a lancé récemment aussi la possibilité pour les particuliers d'adopter un corail, donc en fait d'acheter un certificat qui leur permet de participer eux aussi à cet effort de restauration corallienne. Oui, parce que tu souhaites donc mobiliser et capter des fonds avec cette notion aussi d'éducation. Cette adoption d'un corail permet de suivre la progression de sa réinstallation à Madagascar, par exemple. Oui, en fait, finalement, c'est la même chose que ce que nous, on va vendre aux entreprises, mais à l'échelle individuelle. Donc, en fait, c'est quoi, quand on investit en fait, dans la restauration corallienne, on investit pour un retour non pas financier, mais un retour en biodiversité et en impact social. Donc aujourd'hui, si vous financez, que ce soit une entreprise ou un individuel, la restauration corallienne, vous allez voir la progression sur les 3 ans jusqu'à son autonomie, en fait, à travers un rapport d'impact annuel. Et ensuite, vous allez aussi pouvoir découvrir l'impact social que ça a généré à travers les emplois qu'on aura créés, à travers les événements de sensibilisation à destination des communautés locales que l'on fait. Est-ce que tu parlais aussi de tourisme sur place? Il est possible d'être sensibilisé à travers des aquariums, si j'ai bien compris. Des visiteurs peuvent se rendre sur place? C'était le cas au tout début, mais Mhm. en fait, on a arrêté les aquariums euh, parce que c'était sur une zone un peu trop éloignée. Et donc, on a fait une petite pause par rapport à ça. Aujourd'hui, il existe des modèles d'écotourisme autour du récif corallien et forcément, les gens ont envie de voir à quoi ça ressemble la restauration corallienne. Donc, on réfléchit à offrir la possibilité aux personnes, principalement plutôt à nos clients, donc les entreprises opérateurs touristiques qui financent la restauration corallienne. On réfléchit à l'opportunité de les amener sur site. Mais voilà, ça reste encore une réflexion. On a beaucoup parlé de Madagascar, car c'est là où tout a commencé, et de corail, mais
Je souligne que tes projets de développement dépassent le cadre de ce pays et du corail lui-même. En fait, on veut devenir les spécialistes de la région Ouest Océan Indien, c'est-à-dire les pays d'Afrique de l'Est et les îles qu'on appelait avant les Mascareignes, donc La Réunion, Mayotte, Maurice. Voilà, c'est cette zone qu'on a envie de développer parce qu'on veut être spécialistes régionaux et donc on est capable de passer rapidement à l'échelle et répliquer notre modèle dans la zone. Et ensuite, effectivement, le récif corallien, c'est l'écosystème majeur que nous, on veut restaurer, mais il y a des écosystèmes associés que sont la mangrove et les herbiers marins qu'on a aussi envie de restaurer. Pourquoi? Parce que comme ils sont interconnectés, c'est important que la mangrove soit aussi en bonne santé, là où le corail sera en bonne santé. Donc, ce sont nos projets de développement, tout à fait. Je mets aussi dans la description le lien d'un précédent épisode de Soluble qui parle précisément de la mangrove et de comment les protéger, alors avec d'autres solutions, avec une biologiste. Djemila Donti, donc tu es la fondatrice de l'entreprise Corail, cela s'appelle Korai Tréma. Je mets le lien de ton site dans la description de cet épisode. On peut aussi te suivre sur les réseaux sociaux et bientôt en podcast. Tout à fait. On lance bientôt un podcast qui va s'appeler Regenco et dont l'objectif est de donner les clés aux décideurs pour agir en faveur de l'océan. Donc des clés complètement concrètes. Et quand je dis décideurs, en fait, je parle des décideurs économiques, mais aussi politiques et aussi ceux de la société civile. Des solutions sont là avec des modèles qui peuvent varier, des modèles économiques singuliers mais qui fonctionnent. Donc depuis 2022, Djemila, merci d'être passée dans cette émission, merci d'être passée dans Soluble. Merci pour l'invitation. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, c'est soluble.media. À bientôt.